place pour tous. Bonjour, soyez les bienvenus dans cet épisode d'Une place pour tous. Dans ce podcast, nous vous proposerons des épisodes thématiques avec des invités, une personnalité du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat, un DRH ou encore un PDG d'entreprise. L'objectif est tout simple, échanger et partager des opinions différentes autour de sujets liés à la qualité de vie au travail, la prévention, la santé et le handicap. Ici, pas de blabla compliqué, ce podcast est accessible et donne la possibilité pour chacun et chacune de nous écouter. Alors faites comme chez vous et prenez place. Aujourd'hui, notre émission aura pour thématique trois termes qui peuvent s'unir et se mêler de manière différente. Et ces termes sont le sport, le handicap et l'entreprise. Alors comment ces différentes composantes peuvent interagir entre elles? En quoi le sport constitue une plateforme inspirante pour faire évoluer les comportements et les mentalités? Comment les entreprises peuvent s'emparer de ces sujets? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Philippine Chevalier, responsable inclusion chez Assystem. Bonjour Philippine Chevalier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis responsable inclusion chez Assystem. Assystem, c'est quoi? C'est une entreprise d'ingénierie qui vise à accélérer la transition énergétique partout dans le monde, en tout cas dans les pays où on est implanté. Et être responsable inclusion, ça veut dire quoi? Eh bien, simplement en quelques mots, ça veut dire offrir au quotidien aux salariés un environnement de travail propice à leur épanouissement, quelles que soient leurs différences, qu'elles soient autour du genre, de l'âge, de la culture, du handicap, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. C'est très varié, ça passe bien sûr par la sensibilisation, la formation, l'accompagnement, les aménagements et j'en passe. Et en studio, nous avons également Armand Gicot, fondateur de JKO Sport, qui accompagne les entreprises sur les questions de la diversité et du handicap par le sport. Bonjour Armand Gicot. Et bonjour à tous, on est une agence d'athlètes handisport. On s'est donné pour mission de rendre les entreprises plus inclusives par le vecteur du sport. Et aujourd'hui, on est des créateurs d'événements inclusifs, impactants pour faire changer les regards. Et on propose donc avec des athlètes de haut niveau, qui sont très proches du monde de l'entreprise, parce que pour la plupart ils travaillent, de venir directement auprès des entreprises, mais aussi d'autres structures, pour parler du handicap, pour parler de la diversité, pour parler de la différence. Et on a des formats assez innovants sur des prises de parole, des interventions, des conférences, bien sûr de l'événementiel pour aller tester et découvrir des disciplines handisportives. Et donc voilà, le but du jeu, c'est d'aller par le sport, parler de diversité, d'inclusion et de handicap. Alors, nous sommes à peu près à 1 an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et on voit de plus en plus d'initiatives sportives inclusives prendre leur place peu à peu dans le paysage. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord par rapport à ça. C'est vrai. Totalement. Et pourtant, moi, j'ai une petite ombre au tableau. Je dirais que dernièrement, il s'est déroulé dans une certaine indifférence médiatique à Vichy, la 6e édition des Virtus Global Games. Donc, c'est co-organisé par la Fédération aussi de sport, Fédération française de sport adapté et Virtus, et les Global Games, pour celles et ceux qui nous écoutent, eh bien c'est une compétition multisport qui est organisée comme les JO tous les 4 ans pour les sportifs de haut niveau qui ont une déficience cognitive et intellectuelle. Est-ce que vous savez à quelle place la France termine ces Global Games? Même pas. On n'en a pas entendu parler. On n'en a pas entendu parler. Mais c'est pour ça, parce que la France termine première avec 188 médailles, donc 87 en or, ce qui est quand même un palmarès assez impressionnant. C'est une compétition qui est majeure, comme les Jeux paralympiques, pour ces athlètes. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit cette invisibilisation des sportifs de haut niveau en situation de handicap. Lors des derniers Jeux de Tokyo, par exemple, France Télévisions avait consacré 3600 heures de direct, tandis que pour les Jeux paralympiques, on comptabilise à peu près 100 heures. Alors, première question lancée un petit peu à la cantonade. Pourquoi, d'après vous, une couverture médiatique si pauvre pour ces Global Games et les Jeux paralympiques, alors qu'on est à 1 an des Jeux de Paris? Armand Gicot? Je pense que le nerf de la guerre, c'est toujours un peu toujours la même chose, c'est qu'on a un problème de sponsoring au départ, de visibilité, de notoriété, et que c'est des disciplines qui sont très peu, en tout cas, suivies aujourd'hui, et qui fait qu'il y a peu d'acteurs aussi et d'entreprises qui s'engagent financièrement, tout simplement. Pas les chiffres exacts entre sport olympique, paralympique, mais déjà c'est pas la même somme quand on veut être sponsor des Jeux paralympiques qu'olympiques. On a des athlètes qui sont pas professionnels ou peu professionnels. Voilà, le nerf de la guerre, ça reste quand même d'être financé, de pouvoir sponsoriser, d'avoir une visibilité. Alors,
Ça change, hein. Les Jeux paralympiques de Paris, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir la totalité, donc 100% des épreuves qui seront diffusées sur France Télévisions. Quand même quelque chose qui est pas mal. Après, la problématique qu'on a aussi, c'est que c'est une fois tous les 4 ans. Le handisport, c'est une fois tous les 4 ans, et c'est ça aussi qu'on a envie de faire changer. Donc aujourd'hui, on est encore dans une phase de découverte. Qu'est-ce que c'est que le handisport ? Quand les gens regardent le handisport, ils regardent et puis ils disent « Il est où son handicap ?» Bah attends, mais il est comme tout le monde. Ouais, elle est comme tout le monde. Il faudrait que ça change et qu'on arrive à se dire « Je suis fan, je soutiens quelqu'un, une équipe », comme on regarde le PSG ou l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Mais voilà, je pense que c'est comme dans tout, il n'y a pas assez de sponsors, il n'y a pas assez de financement pour qu'on puisse regarder ça comme les autres sports. Philippine Chevalier. Oui, effectivement, le financement, c'est le nerf de la guerre, comme l'a dit Armand, mais je pense que derrière tout ça, en fait, c'est nourri aussi par un tabou dans la société qui, en fait, placerait une sorte de hiérarchie entre les athlètes non paralympiques et les athlètes paralympiques, et tout ça, ça nourrit des mentalités qui, en fait, font qu'on se dit on va voir de la fragilité ou peut-être une moindre performance, d'où aussi une moindre audience. Et en fait, tout ça, c'est symptomatique de la représentation que la société a du handicap, pas en fait tellement que dans le sport. Il s'avère que c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais pour moi, c'est représentatif d'une approche beaucoup plus globale. Et comment on s'échappe un petit peu de cette vision-là ? De la vision de la fragilité ? Oui. Eh bien, on se concentre sur la performance et comme l'a dit Armand, en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas de handicap. C'est ça le message, c'est que avec ou sans handicap, on peut être aussi performant que quelqu'un d'autre. Et ça, il n'y a juste pas de sujet. Comme dans le monde de l'entreprise, l'emploi est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de poste réservé pour des personnes qui auraient un type de handicap ou autre, par exemple. Moi, je pense que avant tout, c'est de montrer la performance aussi. C'est de tester, c'est de découvrir les disciplines et c'est de voir qu'on a aussi en face de nous des athlètes qui sont des athlètes de haut niveau, en fait. Ils s'entraînent tous les jours. Ils sont aussi performants et assez souvent quand on va les tester sur leur discipline, on se prend une petite raclée. Alors qu'on n'a pas, si on est valide, c'est pas, voilà, on part avec un avantage entre guillemets. Donc ouais, il faut être curieux, il faut aller découvrir ça et il faut montrer la performance avant tout. Alors justement, pour lutter contre l'invisibilisation, on a tendance à montrer et à parler du handicap au travers d'exemples presque extraordinaires. Dernièrement, d'ailleurs, il y a un Espagnol qui s'appelle Alex Roca Campillo, qui est la première personne handicapée à plus de 75% à aller au bout de la distance mythique des 42,195 km, qui est donc le marathon. Et ça, c'est des exemples. On peut en trouver aussi d'autres. Si je peux rebondir, ouais. Oui. C'est en effet, c'est un sujet c'est un problème parce que ça peut être reproché entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien de montrer des exemples, mais il faut pas montrer des personnes qui sont des super-héros. Si on montre que des personnes qui sont des super-héros, on peut pas s'identifier, on peut pas se projeter. Et alors nous aussi, on rentrera un petit peu dans le détail, mais c'est ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de montrer des gens qui ont les pieds sur terre, qui sont des athlètes de haut niveau, qui travaillent à côté, qui galèrent aussi dans la vie, au quotidien. Mais si on montre que, entre guillemets, Théo Curin... voilà, j'avais mon autre exemple, c'était lui, oui. Qui est extraordinaire, et c'est superbe, mais il en existe aussi... voilà, il y a des personnes qui font des choses extraordinaires et qui sont pas en situation de handicap. On a tendance en fait à se dire, voilà, c'est extraordinaire, on les met en avant, quel courage, et on a un petit peu quelquefois cette pitié aussi de se dire, waouh, cette personne se bouge. C'est ça qu'il faut réussir à changer aussi et à montrer des gens qui sont en situation de handicap ou qui ont une différence n'importe laquelle et qui vont au travail tous les jours aussi et eux aussi peuvent être un peu super-héros de temps en temps. Je rebondis juste sur le mot de pitié parce que pour moi c'est exactement ça en fait. Il y a deux extrêmes, le pathos et le côté super-héros. Certes, il faut des rôles modèles et effectivement avec 75% d'invalidité, c'est assez extraordinaire d'avoir fait ce qu'il a fait. On va pas le retirer. Pour autant, je pense que les personnes en situation de handicap elles-mêmes ne cherchent ni le pathos ni le super-héros. Pourquoi ? Parce qu'en fait elles se sentent comme tout le monde et elles ne s'identifient pas du tout dans des super-héros dans lesquels on place aussi beaucoup d'attentes, beaucoup de médias, etc. Donc la simplicité et le côté qu'évoquait Armand de en fait ma vie de tous les jours, elle est à peu près aussi simple, aussi facile et parfois aussi compliquée que celle des autres. C'est ça qu'il faut retenir, je pense, et mettre en avant. C'est toujours plus ou moins par le même biais que on parle du handicap et c'est à travers ces exemples-là. Et c'est comment on peut faire pour que ce soit pas que ces seuls exemples-là qui soient à la portée de tous et toutes. Oui, c'est sûr. Je pense que encore une fois, aujourd'hui, on est dans la curiosité et on est dans la découverte. Il faut dépasser cette phase-là. Aujourd'hui, il faut que le handisport soit considéré comme du sport, que ça soit des athlètes de haut niveau,
qui s'entraînent tous les jours, qui vont au travail comme les autres aussi tous les jours. Et encore une fois, il faut s'attacher à la performance. Entre guillemets, que cette personne soit amputée d'un bras ou d'une jambe, il continue à faire de la natation par exemple, et ça reste de la natation. Attachons-nous aussi à ça. Bien sûr, c'est important de savoir quelle est la pathologie derrière et le handicap, mais je pense qu'avant tout, il faut réussir à créer de l'engouement sur la performance des athlètes. Et comment créer de l'engouement ? C'est une bonne question. Hein. J'ai pas la baguette magique et je l'aurai pas, je pense. Par contre, je pense que c'est aussi partager des parcours de vie qui sont un peu les nôtres. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais si je vous donne un exemple d'un athlète que nous on accompagne, qui s'appelle Mathieu Thomas. Il a eu un cancer à 17 ans, il a caché son handicap à sa jambe droite pendant 13 ans, il était ingénieur, et un jour il s'est dit tiens, je vais avoir un déclic, il a eu un déclic et il s'est dit moi je veux faire du para-badminton. Il est champion de para-badminton, ok il a du talent, ok il a beaucoup de résilience, beaucoup de force. Il a bossé. Il a bossé et il n'était pas à ce niveau-là il y a 15 ans quand il a commencé. Mais aujourd'hui, ça reste quelqu'un qui galère, qui se lève tous les matins aussi pour aller au boulot, qui galère à trouver des sponsors, qui vit, qui a des jumeaux, qui a un appart, qui a des factures, qui a une vie. Globalement, c'est ça. Et je pense que c'est aussi ça qu'on a envie de mettre en avant. On n'est pas obligé d'aller chercher l'extraordinaire ou le magique. Et les exemples avant c'était Philippe Croison, maintenant c'est Théo Curin, et c'est super. Il faut en parler. Mais parlons aussi peut-être des athlètes de Mathieu Thomas et des autres. Je pense qu'il faut s'arrêter à parlons des athlètes et parlons du sport en fait. Parlons du sport et parlons aussi de sport en tant qu'outil de sensibilisation, si vous le permettez. Justement, en quoi le sport permet de sensibiliser les gens ? Si je peux commencer, du coup, le sport, même s'il y a quelques personnes en France qui sont sûrement assez nombreuses qui ne font pas de sport, reste un sujet fédérateur, un centre d'intérêt relativement partagé, en tout cas en volume. Et quoi de mieux qu'un sujet en fait qui intéresse tout le monde et qui, d'entrée de jeu, ne semble pas parler du handicap pour justement mieux rentrer et en fait attirer les gens sur un sujet d'intérêt personnel pour leur parler du sujet du handicap. Je pense que c'est pour ça que c'est important et que le sujet du sport est fédérateur. Par ailleurs, on peut tous se retrouver dans le sport et en fait les valeurs que nous amène le sport et les compétences que ça nous fait nous développer en soi, je pense à la persévérance, à la rigueur, au courage, à la ténacité, à la résilience après un échec, etc., sont autant de choses qui pourront être évoquées par des athlètes para ou pas para et en fait qui servent à chacun, qu'on soit un citoyen, un salarié, un agent de la fonction publique. On a tous besoin de se raccrocher à ces valeurs-là. Donc en fait, malgré nous, on va être happé par cet intérêt de mais le sport ça reste intéressant et puis en plus on me dit qu'il faut faire du sport donc je vais peut-être quand même aller écouter ce qu'on a à me dire. Il y a aussi des personnes en situation de handicap qui font du sport et voilà, le fil peut ensuite se dérouler. Mais il y a des super boîtes qui accompagnent d'ailleurs les entreprises comme JKO Sport. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi, Philippine. Pour moi, il y a deux choses en fait. Le sport par définition, c'est inclusif. Tout le monde peut participer. Et c'est le plus équitable possible. Il y a des catégories. On est un homme, on concourt avec des hommes. Il y a des catégories mixtes, il y a des catégories femmes. Il y a les enfants. Il y a les personnes aussi en situation de handicap. Ou il y a des catégories aussi en fonction des handicaps pour que ça soit le plus équitable possible. Ouais. Donc déjà, on commence par quelque chose où en fait tout le monde peut participer, tout le monde peut jouer. Et ça, c'est important. Et ensuite, je pense qu'il y a des grands parallèles avec le monde de l'entreprise, mais aussi avec la vie de tous les jours. En effet, dans la vie de tous les jours, on a des projets, on a l'esprit d'équipe, on a la persévérance, on a en effet la résilience, la motivation, savoir se relever après des échecs. Et si je peux peut-être même ajouter une autre chose, il y a aussi en effet le handicap, la diversité. En fait, ce sont des sujets qui sont quand même aussi tabous et épineux à aborder aujourd'hui. Et en fait, une histoire d'un athlète, ça aussi permet d'embarquer. Ça permet de se laisser aller aussi, de se dire son parcours, waouh, ok, c'est assez extraordinaire, ou pas, mais on se laisse embarquer dans quelque chose, on brise la glace pour ensuite aborder un sujet qui est peut-être un petit peu plus épineux, tabou, et ça c'est ce qui fonctionne. D'accord. D'abord la pratique sportive sans comme ça et après on parle. Ouais, rencontrons un athlète ou une athlète en fait, c'est ça le sujet. Et je pense que les gens sont super curieux de comprendre comment on va aller chercher de la performance, comment on arrive à faire lever des foules dans les stades. Et je pense que c'est ça qui importe au début, pour ensuite se dire, ok, cette personne m'a touché, et aujourd'hui je suis peut-être du coup plus alerte,
et sans défense pour pouvoir aborder des sujets où de temps en temps je me mets des barrières, des stéréotypes, des préjugés, et c'est normal d'en avoir, faut pas avoir peur de ça. Mais voilà, c'est un bon premier contexte pour être à l'aise. Ça enlève un peu les œillères qu'on peut avoir. Après, il faut juste faire attention, et c'est vraiment un point de vigilance sur lequel on est très regardant, c'est justement ne pas non plus créer l'effet inverse de se dire ça m'a tellement touché et il a tellement de courage d'avoir réussi qu'en fait moi ça vaut rien ce que je fais. Il y a aussi certaines personnes salariées ou autres qui écoutent et qui pourraient se dire moi je suis capable de rien à côté de tant de réussite. Donc c'est aussi là toute l'humilité des athlètes, justement, je trouve, pour le coup paralympiques et olympiques, ils sont toujours hyper humbles quant à leur performance, à leur courage. Donc je trouve que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'à la base c'est pas un problème de perception de ressentir ça, d'essayer de se comparer au parcours de l'athlète et de se dire qu'est-ce que je suis, c'est le regard qu'on a sur le handicap en fait. Exactement, qui nous est en fait renvoyé, et ça n'engage que moi, mais je pense que les personnes qui sont justement dans cette réaction miroir sont en fait celles qui avaient peut-être le plus de préjugés et qui du coup ont peut-être un trop plein de réalisation intime de oui je pensais ça et il faut plus que je pense ça, et du coup ça fait un peu l'effet inverse, c'est un peu un trop plein d'émotions. En général ça finit par se stabiliser, mais en tout cas le pari est gagné. Le pari est gagné, c'est une belle phrase. C'est dans la thématique en plus. Ouais, c'était pas fait exprès. Belle inspiration. Belle inspiration. Est-ce que non, je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est ça. Enfin, je vais complètement dans ce sens-là, et même c'est ça qui est aussi assez génial, justement, de voir les gens qui ont ces stéréotypes qui se déconstruisent aussi. Et je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin de se dire ok, ce sont des athlètes comme tout le monde. Ils ont de la performance. Et il y a des personnes qui ont un peu besoin de se prendre des raclées pour comprendre que, en fait, entre guillemets, ils sont comme tout le monde et on peut discuter avec eux. Et donc c'est important aussi, ça. Et quel est, je dirais, le dispositif justement en lien avec le sport qui permet d'aller concrètement, comment ça se passe pour sensibiliser à travers le sport? C'est simple. Ouais, c'est simple en fait. C'est simple quand on y pense. Je pense qu'avant tout, c'est des témoignages et c'est des parcours de vie en fait. Aujourd'hui, il y a le classique qui va être une conférence, qui va être une table ronde, en tout cas une intervention avec un athlète qui permet de se dire ok, je la rencontre, je vois qui elle est, son parcours, comment elle a évolué dans sa vie. Et bien sûr, il y a l'aspect sportif. Et après, c'est de faire du sport, tout simplement. On parle de sport, faut le faire, faut se dépasser, il y a du challenge, il y a du défi, donc c'est d'aller découvrir des disciplines qu'on ne connaît pas. L'escrime fauteuil, le paratennis de table, le parabadminton, la course automobile, plein de disciplines qui pour nous sont peut-être un petit peu loin, mais en fait déjà c'est hyper fun, c'est ludique, on se prend au jeu, et puis on se met en situation, et on comprend aussi le quotidien de ces athlètes, et on voit la performance. On peut pas mieux résumer, j'allais dire le côté rôle modèle et le côté mise en situation pour se mettre à la place de l'autre, que ce soit le handicap ou une quelconque autre différence. À partir du moment où on ressent ce que peut connaître l'autre dans son quotidien, et bien en fait les mots ne suffisent pas pour ça, donc tout se passe par l'expérience corporelle. Pour joindre à ces mots handicap et sport, le côté entreprise, j'allais vous demander, parce que vous parlez d'expérience, au vu de votre vécu et de votre expérience, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces mots-là, sport, handicap et entreprise? Alors de mon côté, effectivement, ça semble assez évident puisque je travaille sur la politique inclusion de l'entreprise dans laquelle je suis. Et donc le sport, comme je l'évoquais, est une porte d'entrée merveilleuse pour la sensibilisation sur le sujet du handicap. Donc sport, handicap et entreprise, là je pense que déjà le lien est fait. On a déjà fait des conférences, ça peut être des journées team building, séminaires qui sont faites autour de cette thématique fédératrice où, comme l'a dit Armand, en fait les gens juste se prêtent au jeu et oublient presque que c'est une journée sur le sujet du handicap parce qu'ils sont contents de se retrouver. Pour autant, les messages sont passés. On peut aussi avoir des athlètes célèbres ou moins célèbres qui viennent partager leur parcours. Et pour moi, il y a un troisième lien qu'on oublie, ou en tout cas qu'on évoque beaucoup moins, un peu comme on s'est dit tout à l'heure, les médias qui n'en parlaient pas. Mais Armand l'a évoqué, ce fameux sujet du sponsoring financier. Une entreprise aujourd'hui n'a pas forcément, dans son champ des possibles, réalisé qu'elle avait aussi en fait ce rôle. Et moi, je trouve que c'est vraiment un
engagement sociétal que toute entreprise devrait avoir que de contribuer à la performance de nos athlètes nationaux. Et du coup, en tout cas, en ce qui concerne l'entreprise Assystem, on a vraiment décidé d'y aller, de passer le cap. Et du coup, on a embauché un athlète paralympique de haut niveau, non pas parce qu'il est athlète paralympique de haut niveau, mais parce qu'il est ingénieur et nous apporte des compétences clés dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Je dis pas que c'est facile, dans l'emploi du temps atypique, comment on fait pour intégrer quelqu'un qui travaille 1 jour et demi par semaine en CDI, etc. On s'est lancé. L'État français est aussi extrêmement bien organisé. On a des subventions. Enfin, j'invite vraiment toute entreprise à pouvoir s'interroger, à le faire parce que c'est ça aussi, soutenir l'élite française, la visibilité de la France et aussi donner, nous, côté entreprise, à nos salariés un exemple extrêmement concret de sport, handicap et entreprise. Ça veut dire quoi au-delà simplement du sujet du handicap. Et l'histoire, elle est super belle en fait, parce que on a d'un côté on a une personne qui est recrutée pour ses compétences et qui va apporter quelque chose. À côté de ça, on a un athlète de haut niveau qui est en train de se qualifier pour Paris 2024. Potentiellement, je pense que ça arrive pas à grand monde d'avoir son collègue à côté qui est un athlète de haut niveau et qui se prépare pour Paris et qu'on va pouvoir aller voir. Ils sont pas peu fiers. Ouais, voilà. Et je pense que ça amène aussi quelque chose où il y a un esprit d'équipe, où je pense que l'équipe où Nathan, justement, on parle de lui, j'imagine que ça doit être aussi hyper inspirant pour eux et ils sont ravis aussi de discuter et d'échanger et de collaborer avec Nathan. Donc l'histoire, elle est belle et en effet, je pense que sponsoriser des athlètes, alors moi je suis à fond derrière ça et je pense qu'en effet les entreprises ont une mission et le font et il faut continuer. Voilà, il y a l'olympisme, le paralympisme et je pense que tout le monde a le droit aussi faut aussi une équité, je pense, là-dedans et c'est ça qu'on est en train d'aller chercher, mais ouais, encore une fois, l'histoire elle est super et je pense que les entreprises doivent aussi se dire c'est possible et ça permet de fédérer, ça permet d'aborder des sujets aussi, enfin voilà, ça permet d'avoir des ambassadeurs, des ambassadrices sur ces sujets aussi du handicap, de l'inclusion, de la différence. Donc lancez-vous. Lancez-vous, c'est pour qui ? Les entreprises. Je pense qu'il y a une vraie, comme Philippine le dit, il y a une vraie prise de conscience. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de possibilités que ces entreprises ne connaissent pas, où elles se disent pourquoi j'irai là-dedans, ou en fait j'y ai même pas pensé, ou qui va prendre le sujet. C'est quelque chose où on peut aller chercher aussi beaucoup de performance dans l'entreprise à travers le sport. Les liens ils sont hyper proches. Quel doit être le rôle de l'entreprise justement dans ces thématiques-là ? Dans la thématique du sport est-ce que et du handicap ? Voilà, parce que c'est assez large. Est-ce qu'on parle de l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap ? Où doit se placer l'entreprise par rapport à ces thématiques-là ? Est-ce qu'il y a d'autres champs d'action possibles ? Moi, je dirais qu'il faut revenir à c'est quoi une entreprise ? Une entreprise, c'est un acteur sur un territoire économique qui doit aussi créer un bassin d'emploi, avoir un rayonnement. À partir de ce moment-là, effectivement, tout le monde a accès à l'emploi. Et on pense souvent à l'emploi, entre guillemets, classique. Je suis recruté en CDI, en CDD par un canal normal ou via Pôle emploi ou autre, avec toutes les institutions qu'on connaît. Mais effectivement, si on élargit, et notamment avec tout ce qu'on entend autour de la RSE, la recherche d'impact, la nécessité de trouver du sens, il faut effectivement qu'on se dise comment est-ce qu'on fait pour trouver un emploi en ayant un impact qui ait du sens. Et l'exemple même des sportifs de haut niveau coche la case au sens où oui, certes, on a favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, mais surtout, on a offert une stabilité à cet athlète de haut niveau qui peut-être, sans le soutien de l'entreprise, demain aurait dû arrêter sa carrière s'il n'avait pas de financement ou potentiellement créer le après, parce qu'il ne faut pas croire que les athlètes de haut niveau sont athlètes de haut niveau jusqu'à 60 ans. Non, à partir de 30 ans jusqu'à la retraite, comme tout le monde, ils doivent avoir un job alimentaire, certes, mais c'est mieux si ça les intéresse par rapport à leur diplôme. Et en l'occurrence, le Nathan dont on parle avec Armand est ingénieur, a fait prépa, école d'ingé, a travaillé comme tous les autres et est extrêmement brillant. Ouais, je pense qu'il y a cet aspect de reconversion aussi qui est très important. On parle souvent de reconversion des athlètes de haut niveau, c'est très compliqué aussi pour eux. La bonne nouvelle, c'est qu'aussi pour les parasportifs, ils ont des parcours qui sont un petit peu différents, qui permettent aussi d'aller un petit peu plus loin dans les carrières. Pour info, les médailles d'or sur les derniers jeux, ils avaient à peu près 39 ans, donc c'est pas du tout la même moyenne d'âge que sur de l'olympisme. Et en plus de ça, les personnes ont des parcours un petit peu différents. Quelquefois, ils ont eu leur handicap des suites d'un accident, donc ils avaient entre guillemets une vie avant, où ils ont fait des études, ils ont travaillé, ils ont des compétences. Et ça permet aussi d'avoir des profils qui sont assez atypiques, mais qui sont hyper intéressants et performants. Et après aussi, comme
Là, on parlait un petit peu de comment l'entreprise se place et sur quel terrain, mais je pense aussi en termes de valeur ajoutée pour l'entreprise, il y a quelque chose aussi de très très fort, c'est que en termes de marque employeur, c'est assez fort. Alors, est-ce qu'on peut définir le terme marque employeur ? Philippine. La marque employeur, c'est l'image que renvoie une entreprise afin de se rendre attractive et de donner envie à n'importe qui de la rejoindre. Très bien, merci. Et aux salariés d'y rester. C'est un enjeu qui est aussi important aujourd'hui. Il y a des entreprises dans des secteurs concurrentiels où c'est compliqué aussi de garder ses talents, d'attirer des talents. Et aujourd'hui, ça peut faire la différence. Et moi, c'est aussi ce que j'ai envie de dire aux entreprises. Avoir un projet commun qui a du sens, qui fédère, en lien avec le sport, où il y a quand même une partie de la population qui est raccord avec ça, ça permet aussi d'aller sur ce sujet de marque employeur, de fédérer une équipe et d'aller chercher la performance tous ensemble et de garder ses talents. Ça me fait penser à un exemple, ça date depuis plus de 10 ans, je pense. Chaque année, les entreprises font des challenges, intersites sportifs, par exemple, pour courir pour Octobre Rose, et à chaque fois, ça soulève 10 000 salariés. Mais en fait, elles le font déjà. Mais elles ont peur de se lancer sur peut-être quelque chose de plus pointu, par exemple le handisport, etc., ou une cause, je dirais, moins pathos, entre guillemets, parce que voilà, tout le monde a envie de courir pour le cancer. Là, on leur demande pas de courir pour le handisport, on leur demande de s'intéresser au sport. Donc je pense qu'en fait, le terrain, il est déjà là. C'est aussi les entreprises qui peuvent avoir tendance à s'auto-censurer aussi sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres outils justement pour les permettre de les décensurer ? Les entreprises ? Ouais. C'est pas un outil, mais je pense que, en tout cas en interne, il faut aussi déjà un top management, en tout cas les dirigeants d'une entreprise. Il faut qu'ils adhèrent à la démarche et qu'ils y soient sponsors, parce que bien souvent la démarche elle est impulsée du haut. On a beau être des entreprises de plus en plus horizontales, on reste des entreprises françaises assez hiérarchiques, et donc les entreprises les plus engagées, vous le verrez, elles sont souvent tenues par exemple un PDG qui a peut-être un enfant en situation de handicap ou qui connaît en tout cas particulièrement le sujet parce qu'il est de près ou de loin concerné. C'est pas une bonne ou une mauvaise façon de s'engager. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée une dynamique. Et je pense que c'est un des leviers, en tout cas, pour se décensurer. Est-ce qu'il faudrait pas des responsables inclusion dans toutes les entreprises ? Ah bah bien sûr. Enfin en même temps, alors oui et non. Je vous lance une grosse perche. J'ai répondu oui bien sûr parce que j'adore ce que je fais et c'est pas la seule réponse qui correspond au oui, c'est que ça me semble évident aujourd'hui au niveau de la maturité en tout cas de la société française, et donc les entreprises en sont le reflet, qu'on a besoin de gens à ces postes-là pour pouvoir justement coordonner et piloter cette inclusion. Et on parle du handicap, mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres dimensions. Par contre, non, est-ce qu'il faut demain, toutes les entreprises, est-ce qu'elles doivent avoir des responsables d'inclusion ? Je rêve que non. Ça veut dire que le problème, entre guillemets, et les mentalités auront suffisamment évolué pour que ce soit juste un non-sujet. Et ça, j'aurai plus de travail, mais c'est pas grave, ce sera tellement beau. Je le répète, on est à 1 an des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Paris. Comment on peut se servir de cet événement pour faire bouger les choses dans la thématique d'aujourd'hui ? Justement, il faut en profiter. Il faut que ça soit un tremplin pour qu'on aille, en tout cas que les Français, les Françaises et que le monde entier se mettent au sport, déjà, première chose, parce que c'est ça l'intérêt aussi. Et deuxième chose, on est aussi sur des jeux qui sont très engagés, qui vont être, en tout cas l'ambition c'est ça, des jeux les plus verts en tout cas qui existent, donc sur la partie écologie, développement durable, mais aussi les plus inclusifs, avec une parité en tout cas déjà dans la visibilité, en tout cas la mise en avant de ces deux thématiques, et je pense que c'est un élan, et nous on le voit dans les entreprises, et aujourd'hui on est quand même un petit peu plus sollicité que d'habitude, où les entreprises nous disent qu'est-ce qu'on peut faire, parce que nos collaborateurs, nos collaboratrices, ils en parlent, ils ont acheté des places, ils vont y participer, ou alors ils veulent y participer, mais comment on peut rebondir là-dessus ? Justement, nous, c'est un peu des choses sur lesquelles on a réfléchi. Comment est-ce qu'on peut embarquer les collaborateurs à travers l'histoire de nos athlètes, leur parcours de qualification, les faire intervenir en entreprise, aller les voir aux Jeux, et partager ça aussi, et faire vivre cette émotion. Les Jeux à Paris, c'est tous les 100 ans, ça sera malheureusement la dernière fois qu'on les verra de notre vivant. Il y en aura d'autres après, mais on sera plus là. Donc faut en profiter, et faut embarquer les entreprises et embarquer aussi le grand public là-dessus, et faire en sorte qu'il y ait une parité dans cette médiatisation et cette mise en avant du sport paralympique, olympique, et que ça soit du sport au final. Mais en tout cas, il y a des solutions, et nous, on y a pas mal réfléchi.
Oui, je pense qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et là où certaines entreprises pouvaient être frileuses parce qu'elles avaient peur peut-être que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe de proposer par exemple une sensibilisation autour du sport. Ouh là là, est-ce que les gens vont venir? Est-ce que je vais avoir 2 personnes à ma conférence? Bah là en fait c'est un sujet médiatisé, c'est un sujet de société. Donc je dirais même que l'entreprise qui ne va pas parler de ça va peut-être passer à côté de quelque chose. Qu'est-ce que vous faites chez Assystem ? Alors du coup, nous, pour le moment, on s'interroge déjà maintenant pour la fin d'année 2023 et 2024, premier semestre. L'idée, c'est de justement proposer sur cette grande thématique de l'inclusion, en fait, une approche globale sur le sport dans laquelle on mettrait en avant le handisport, mais aussi justement la parité dans les Jeux olympiques et paralympiques, les épreuves mixtes qui voient le jour, etc. Donc c'est au stade de réflexion, encore quelques mois pour y penser. Oui, et puis après, alors c'est vrai que nous, on a, pour rebondir un peu là-dessus, nous, on a pas mal de clients qui s'engagent en tout cas sur ces sujets. Ça peut être, le classique, on va sponsoriser, avoir un athlète, on va suivre son parcours, aller, ce que je disais, sur ses parcours de qualification à ses compétitions, aller au jeu, le voir, ou la voir. Et on a aussi des entreprises qui font, sur des temps forts de l'année, se dire, on va faire intervenir des athlètes qui vont y participer, ou en tout cas découvrir des disciplines. Et après, voilà, c'est comment est-ce que le sport peut ponctuer en tout cas l'année, que ça soit sur des thèmes d'inclusion, que ça soit sur des thèmes d'événements, de team building ou autres. Mais en tout cas, c'est un super moment pour aborder des thématiques par le sport, et on peut aborder à peu près tout par le sport. Donc ouais, il faut se lancer. Je rebondis juste sur le mot de ponctuer parce que c'est un mot extrêmement clé. On ne parle pas du handicap une fois dans l'année, on ne parle pas du sport une fois dans l'année. Il faut aussi en faire un fil conducteur et une histoire à raconter, sinon ça ne fonctionne pas. Une place